Aux États-Unis, la Cour suprême pourrait profiter de l'examen d'une loi du Mississippi pour revenir près de 50 ans en arrière concernant l'avortement. Elle pourrait restreindre le droit à l'IVG. Une décision sera rendue fin juin. L'épidémie de Covid-19 en Europe et ses restrictions qui se font de plus en plus nombreuses, notamment depuis l'apparition du variant Omicron. Le continent est devenu l'épicentre du virus dans le monde. Et puis la Chine boycottée par le tennis féminin, la WTA a annoncé qu'elle renonçait à jouer dans le pays, quelles qu'en soient les conséquences financières, en soutien à la joueuse Peng Shuai qui aurait subi des pressions de la part des autorités chinoises. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Le droit à l'avortement va-t-il être restreint aux États-Unis ? La Cour suprême a examiné une loi du Mississippi qui interdit l'IVG après 15 semaines de grossesse. Constituée en majorité de juges conservateurs, elle semble disposée à modifier le cadre légal qui garantit depuis près de 50 ans le droit des Américaines à avorter. Les précisions de notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Aux États-Unis, le dialogue pour ou contre l'avortement mobilise la société depuis plus de 60 ans. Avec un arbitre, la Cour suprême des États-Unis. Je ne sais pas comment tout cela va finir, mais pour moi l'objectif est clair. Cela fait 30 ans que je me bats. Alors après 12 enfants et 30 années plus tard, j'espère que cette fois les arguments sont suffisamment convaincants. L'inviolabilité des fœtus avortés a été démontrée au reste de l'humanité. Lorsque la Cour suprême a pris sa décision il y a quelques années, ils ont laissé des clauses permettant de faire marche arrière. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. 5 juges ont accepté d'infirmer la jurisprudence Roe, mais avec les discussions, les débats et tout le reste, l'un d'entre eux s'est rétracté. Je ne veux pas dire que j'ai confiance en eux. Je pense que cette décision ne devrait pas revenir nécessairement aux juges de la Cour suprême. Au final, la vie doit être protégée. Je reste persuadé que la décision devrait revenir au peuple et à personne d'autre. Je ne pense pas que ce soit à la justice de prendre une décision aussi controversée. Ces militants hostiles à l'avortement viennent parfois de tous les États-Unis, mais essentiellement du sud américain, cette Bible Belt, cette ceinture de la Bible, qui cette fois pourrait bien faire basculer la loi américaine, ou en tout cas convaincre les 9 juges de la Cour suprême de leur donner raison. Toujours aux États-Unis, dans le chapitre de la pandémie, le variant Omicron a fait son apparition sur le sol américain ce mercredi. Il s'agit d'une personne entièrement vaccinée qui revenait d'Afrique du Sud. De nouvelles restrictions devraient être annoncées par l'administration Biden ce jeudi. Éléonore Vanel. Ce n'était donc qu'une question de jours. Le premier cas du variant Omicron a été confirmé aux États-Unis, dans l'État de Californie. The individual was a traveler who returned from South Africa on November the 22nd and tested positive on November the 29th. The individual was fully vaccinated and experienced mild symptoms which are improving at this point. Les personnes proches du malade ont depuis été testées, toutes sont négatives. Un premier cas positif qui pousse les autorités américaines à appeler une fois encore ses citoyens à se faire vacciner. The evidence that an individual with Omicron identified by sequencing actually has mild symptoms, is improving, I think is a testimony to the importance of the vaccinations. Malgré les discours rassurants, la Maison-Blanche envisage de durcir les conditions d'entrée sur le territoire, moins d'1 mois après la réouverture des frontières. Joe Biden doit annoncer ce jeudi des mesures. Parmi les pistes évoquées, un test PCR négatif obligatoire de moins de 24 heures avant le départ, contre 72 heures actuellement. Un autre test, 3 à 5 jours après l'arrivée, pourrait également être demandé. Selon des médias américains, une autre piste plus controversée et débattue, imposer une quarantaine de 7 jours aux voyageurs, quel que soit le résultat du test, sous peine de pénalité. L'épidémie de Covid-19 en Europe et cette 5e vague qui déferle sur le continent. Le nouveau variant Omicron se propage chaque jour beaucoup plus. L'OMS met en garde contre la combinaison toxique, selon elle, de faibles taux de vaccination et de dépistage du Covid-19 dans le monde. Le point avec David Gilbert. Face à une flambée des infections et un taux d'incidence à 452 pour 100 000 habitants, l'Allemagne devrait adopter jeudi de nouvelles restrictions, notamment l'instauration d'un pass sanitaire pour accéder au commerce.
Et le futur chancelier Olaf Scholz a annoncé qu'il comptait aller beaucoup plus loin. Nous allons soumettre au Bundestag un projet de loi qui rendra la vaccination obligatoire pour tous. L'opinion publique allemande semble plébisciter cette mesure selon les derniers sondages. Chez le voisin autrichien, la vaccination sera obligatoire à partir du 1er février prochain et le confinement total déjà en vigueur a été prolongé de 10 jours à compter de jeudi. Le nombre d'infections quotidiennes augmente fortement partout en Europe, redevenu épicentre de la pandémie. Chaque pays tente d'endiguer la vague actuelle en prenant de nouvelles mesures. Le port du masque redevient obligatoire dans les espaces clos au Portugal et au Royaume-Uni, deux pays qui accélèrent leur campagne de rappel vaccinal, tout comme la Norvège. Il faut augmenter d'1 million chaque semaine, mais je pense que cela peut être fait pour que tout le monde l'ait reçu d'ici janvier. Le Japon a suspendu les réservations de vols après un deuxième cas de variant Omicron apparu dans le pays. L'OMS assure pourtant que les interdictions de voyage sont inutiles. Paris semble avoir entendu le message et a annoncé la reprise des liaisons avec l'Afrique australe à partir de samedi, mais uniquement pour les ressortissants européens, soumis néanmoins à des mesures très strictes. De nouvelles restrictions seront par ailleurs mises en place pour les voyageurs du monde entier. S'agissant des déplacements des voyageurs qui viennent de pays en dehors de l'Union européenne, nous avons décidé d'instaurer un test négatif obligatoire de moins de 48 heures pour se rendre en France, que ces voyageurs soient vaccinés ou non. La France a recensé 13 cas suspects de variant Omicron qui a désormais fait son apparition sur tous les continents. Il a été détecté ces dernières heures au Brésil, au Nigeria, sur l'île de la Réunion ou encore en Arabie Saoudite. Une petite victoire pour les pêcheurs français dans le conflit qui les oppose au Royaume-Uni. L'île anglo-normande de Guernesey leur a accordé 40 licences de pêche. Elles leur sont indispensables pour continuer à travailler dans certaines eaux britanniques au-delà du 1er février 2022. Théa Bazdarevich. C'est une prise satisfaisante pour les pêcheurs français. Dans leur filet, 40 licences délivrées d'un coup par le gouvernement de Guernesey. La ministre française de la Mer salue une excellente nouvelle. La Commission européenne et la France ont bien avancé en quelques semaines avec Guernesey. Les efforts payent et le travail continue pour donner une visibilité maximale aux professionnels. Aux 40 licences s'ajoutent 3 bateaux qui viendront remplacer des navires ayant quitté la flotte française. Tous pourront continuer à pêcher au large de l'île anglo-normande, comme avant le Brexit. Le combat est pour autant loin d'être terminé. 111 licences manquent toujours à l'appel. Si Paris considère Guernesey comme un partenaire fiable, les négociations sont plus rudes avec Jersey et Londres. La France leur reproche de ne pas délivrer les licences assez vite. Avec le Brexit, les zones de pêche ont été redessinées. Et ses règles avec. Pour pouvoir continuer de travailler dans certaines eaux britanniques, les pêcheurs européens doivent obtenir un permis délivré par Londres et prouver qu'ils y pêchaient déjà entre 2012 et 2016. Tout sauf une simple formalité, surtout pour les petits bateaux. Moins bien équipés, souvent dépourvus de traceurs GPS, ils peinent à prouver leur présence. Les anciens navires remplacés par des neufs sont eux aussi dans l'impasse. Il y a quelques jours, par l'intermédiaire de son secrétaire chargé des affaires européennes, le gouvernement français affirmait que la balle était dans le camp des Britanniques. Les deux pays ont jusqu'au 10 décembre, date fixée par la Commission européenne pour régler ce litige, avant d'éventuelles mesures de rétorsion. Des tensions de plus en plus vives à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. La communauté internationale s'inquiète et craint une potentielle invasion. Moscou est accusé de déployer massivement des troupes à la frontière. Washington affirme détenir des preuves de cette possible agression et met en garde le Kremlin. Les détails avec Théa Bazarevich. Aux portes de l'Ukraine, il multiplie les exercices militaires. Plus de 90 000 soldats russes seraient massés ici, selon Kiev. Et leur présence inquiète les autorités. Nous allons demander aux alliés de se joindre à l'Ukraine pour mettre en place un ensemble de mesures de dissuasion, comme des sanctions économiques qui seraient imposées à la Russie au cas où elle déciderait de choisir le pire des scénarios. À savoir, une invasion de l'Ukraine. Un scénario que les États-Unis ne laisseront pas se produire. À l'issue du premier jour d'une réunion de l'OTAN prévue de longue date à Riga en Lettonie, le chef de la diplomatie américaine a mis en garde la Russie. Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine.
Mais nous savons qu'il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement. Nous avons clairement fait savoir au Kremlin que nous riposterons en cas d'agression. Le Kremlin, de son côté, se défend de toute velléité belliqueuse. Nous n'avons pas besoin de conflit, mais si l'Occident est incapable de contenir l'Ukraine, et au contraire l'incite, alors bien sûr nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité. Depuis l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, l'Est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Le conflit a déjà fait plus de 13 000 morts. En avril dernier, de vives tensions avaient fait craindre une reprise des combats. Une autre réunion est prévue ce jeudi entre Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov. Pour mettre fin au conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit lui prêt à des pourparlers directs avec Moscou. Et à noter que le secrétaire d'État américain et le ministre russe des Affaires étrangères doivent s'entretenir ce jeudi en Suède. En pleine reprise des pourparlers sur le nucléaire iranien, l'accord de Vienne est-il déjà fragilisé? L'Agence internationale de l'énergie atomique affirme que l'Iran a déjà commencé à produire de l'uranium enrichi avec des centrifugeuses de pointe dans sa centrale souterraine de Fordo. Le directeur de l'AIEA s'est exprimé au micro de France 24. Regardez cet extrait. Ça redouble l'alerte. Je ne pense pas que ça soit banal. C'est vrai que l'Iran... C'est un mauvais signal quand même. L'Iran a le droit de le faire, mais je l'ai dit, et comme je l'ai dit à vous, je l'ai dit aux collègues iraniens, si vous avez une telle ambition, il faut accepter l'inspection. Si vous n'avez plus de visibilité, est-ce qu'au bout d'un moment, vous direz à l'AIEA écoutez, oui, on n'y voit plus, on ne peut plus rien garantir. Tout à fait, je ne citerai pas. J'espère ne pas devoir les dire. Parce que si je les dis, je crois qu'on serait tous dans une situation vraiment très, très, très fragile. Cette décision radicale prise par la WTA, l'association des joueuses de tennis, elle a annoncé la suspension des tournois féminins en Chine, un moyen pour elle de soutenir la joueuse chinoise Peng Shuai qui avait accusé un ancien haut dirigeant communiste de son pays d'abus sexuels. Les détails avec Edwige Ouamanissa. C'est un véritable coup de théâtre dans le milieu du tennis mondial. La WTA vient d'annoncer sa décision de suspendre ses tournois en Chine. Steve Simon, le directeur général, justifie cette décision par le traitement infligé par la Chine à la joueuse chinoise Peng Shuai. Avec le soutien total du conseil d'administration de la WTA, j'annonce la suspension immédiate de tous les tournois de la WTA en Chine, y compris en Hong Kong. La décision de l'association a des conséquences importantes. Elle représente un manque à gagner estimé à plusieurs centaines de millions de dollars en droits télévisés. Cette décision constitue également un mauvais coup de pub pour la Chine, qui organise en février les Jeux olympiques d'hiver. Sur les réseaux sociaux, des stars du tennis ont salué le courage de cette décision. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent se permettre de faire quelque chose comme ça, bien plus que la WTA. Respect. Il est beaucoup plus facile de faire ce qui est juste quand il n'y a pas de risque associé. Je suis fier de faire partie du milieu du tennis. Le sort de Peng Shuai, une affaire qui déchaîne les passions. Sa disparition, après avoir accusé de viol un ancien haut dirigeant chinois, avait provoqué l'inquiétude et l'émoi dans le monde entier. Réapparue en public le 21 novembre comme spectatrice d'un tournoi de tennis à Pékin, la joueuse de tennis avait assuré être saine et sauve lors d'une visioconférence avec le président du Comité international olympique. Mais pour la WTA, elle aurait subi des pressions pour revenir sur ces accusations. Les déclarations fracassantes de la joueuse ont été les premières visant de hauts responsables du Parti communiste chinois depuis le début de MeToo, mouvement mondial contre les violences faites aux femmes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.